à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Forum sur le développement Chine-Europe. Nous allons discuter pendant 1 heure du développement économique, des synergies entre la Chine et l'Europe ainsi que des défis pour l'avenir. Et pour participer à cette discussion, nous avons réuni aujourd'hui des invités issus de milieux très divers. Alors, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Beijing, Ding Yifan, chercheur à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau en Chine. Et depuis Bruxelles, Bernard de Huit, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Et aussi depuis Bruxelles, Liang Linling, directrice de la communication et de la recherche de la Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE. Et depuis Paris, Fabrice Fourcade, vice-président d'EDF, président d'EDF Chine. Et depuis Madrid, Ignacio Herrero Ruiz, président de la China Three Gorges Europe. Et depuis Munich, Zhang Hui, vice-président of NEO Europe. Et depuis Shenzhen, Jia Yongping, conseiller principal en stratégie de la neutralité carbone chez Tencent. Et depuis Sanya, Godefroy Juigard, PDG de Marevisio. Et depuis Shanghai, Emmanuel Monod, professeur à l'Université de commerce international et d'économie de Shanghai, vice-président de l'UCMD Shanghai. Et avant d'entamer notre discussion, nous allons écouter Peng Gang, ministre de la mission de la Chine auprès de l'Union européenne, qui est responsable de l'économie et du commerce. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to attend today's forum and to discuss with you the Chinese path to modernization and the grand development of China and Europe. On behalf of the mission of China to the EU, I would like to extend my warmest congratulations to the China-Europe Development Forum. Confronted with the COVID-19 pandemic, the Ukraine crisis, and the energy and food crisis, today's world lacks the proper momentum for economic recovery. The recent IMF forecast painted a rather dire picture, predicting that with global economic growth of only 3.2% in 2022 and a further decline to 2.7% in 2023, and about a third of the world's economies will fall into contractions this year or next. Europe, as one of the regions hit hardest by energy shortages and high inflation, suffers increasing economic downward pressure. It is in such difficult times that Chinese President Xi Jinping met with German Chancellor Olaf Scholz, who is on his official visit to China last Friday. The visit not only enhanced the mutual understanding and trust between the two countries, deepened our practical cooperation in various fields, but is also highly important for the sound development of China-EU relations. During the meeting, President Xi pointed out that China-Europe relations bear on global stability and prosperity in Eurasia and should be maintained and developed with efforts from both sides. China always regards Europe as a comprehensive strategic partner, supports the strategic autonomy of the European Union, and wishes Europe's stability and prosperity. China maintains that its relations with Europe are not targeted at, dependent on, or subjected to a third party. In fact, China-Europe cooperation is deeply rooted in solid public support, extensive common interests, and similar strategic needs, and enjoys great resilience and potential. As the mainstay of China-EU relations, bilateral trade and economic cooperation enjoy robust growth even during a global economic downward. Last year, the China-EU trade exceeded $800 billion for the first time,
and the cumulative two-way investment exceeded 270 billion US dollars. From January to August this year, two-way trade stood at 575.2 billion US dollars, with a year-on-year increase of 8.8%. EU investment in China had a sharp increase of 121.5%, reaching 7.45 billion US dollars. During these years, we're glad to see the quality of our economic cooperation elevated and the breadth expanded, notably in such areas as climate change, green development, digital transformation, infrastructure, connectivity, etc. Beyond the Eurasia continent, China-EU cooperation also sends out the positive signal of upholding economic globalization and promoting win-win cooperation around the world. Our cooperation serves not only the interests of China and the EU, but also offers the much-needed confidence for world economic recovery. Facts have proved that as long as we stay on the right track of mutual respect, win-win cooperation and dialogue, China-EU cooperation can still enjoy bright prospects even in a dark time. This is the fact that cannot be easily bent or challenged by any other force. Dear friends, as the 20th National Congress of the Communist Party of China has underscored, China will embark on a new journey of building a great modern socialist country and achieve the great rejuvenation of the Chinese nation through the Chinese path to modernization. China will stay committed to advancing high standards, opening up, stay on the right track of economic globalization, promote an open world economy, and expand convergent interests with other countries. In this process, China stands ready to work with friends from the European side to foster the China-EU partnership for peace, growth, reform, and civilization. I sincerely hope that through platforms like the China-Europe Development Forum, we can have a better understanding of the opportunities that China can provide to the world, and that together we can strengthen cooperation confidence, promote mutual trade and investment, work for greater development of China-EU relations, and eventually bring more tangible benefits to our peoples. Ladies and gentlemen, dear friends, once again, wish the China-EU Development Forum a complete success. Thank you. J'aimerais bien commencer notre forum par une petite rétrospective parce qu'on a ici des invités qui ont travaillé pendant très longtemps dans les échanges sino-européens. Monsieur De Witt, vous avez commencé à travailler avec la Chine dans les années 80 déjà. Donc, quel est votre regard sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Europe, surtout depuis ces 10 dernières années? Mais je crois que ces relations ont connu une accélération extraordinaire quand l'Union européenne a, je dirais, noué des relations diplomatiques avec la Chine en 1975. Les relations économiques et commerciales étaient, je dirais, très limitées. Quand on voit maintenant que la Chine est le premier importateur en Europe et que l'Europe le second importateur en Chine. Depuis quelques années, et particulièrement ces 10 dernières années, nous voyons arriver davantage d'entreprises chinoises en Europe. Monsieur Ding Yifan, alors quelle est votre analyse sur les échanges entre la Chine et l'Europe, surtout depuis ces 10 dernières années? En fait, les relations économiques entre l'Europe et la Chine, en particulier avant la fin de la guerre froide, c'était entre l'Europe de l'Ouest et la Chine, entre la communauté économique de l'Europe et la Chine.
les relations économiques et commerciales étaient développées de façon assez remarquable, assez rapide. Mais depuis le début de l'ouverture et la réforme, la Chine était le récipient de la plupart des investissements européens en Chine. La Chine était un récipient de l'investissement étranger et la communauté européenne de l'Europe était le plus grand investisseur de tous les partenaires économiques de Chine. Mais depuis le début du siècle, les partenaires commerciaux de Chine se sont diversifiés. Les investisseurs se sont diversifiés aussi. À un moment donné, il y a plus d'investissements japonais, par exemple, qui dépassent le nombre d'investissements européens en Chine. Mais depuis ces 10 dernières années, il y a une espèce d'échange économique et commerciaux à double sens. C'est-à-dire que de plus en plus, des entreprises chinoises commencent à aller à l'étranger et l'investissement chinois en Europe augmente le plus rapidement. Ce qui cause même parfois des soucis et des autorités politiques de l'Europe. Par exemple, le Parlement européen avait demandé à plusieurs reprises de revoir, par exemple, les investissements chinois en Europe. Mais en fait, en gros, la Chine garde une attitude toujours très ouverte vis-à-vis de l'investissement européen en Chine. Rien que depuis le début de l'année, l'investissement européen en Chine a augmenté plus de à peu près 130% par rapport à l'année dernière. Donc c'est une tendance lourde qui va à un investissement à double sens. La Chine en Europe et l'Europe en Chine. Donc il y a une intensité grandissante en fait entre les échanges, si c'est oui, double sens. Et ceci favorise bien sûr le commerce international. Alors je voudrais maintenant tourner vers les entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui. Monsieur Fourcade, EDF est un partenaire de très longue date avec la Chine. Alors, quelle est votre analyse aujourd'hui sur le développement, sur les conjonctures économiques actuelles en Chine et en Europe et quel est l'état d'esprit des entrepreneurs français installés en Chine comme vous? C'est d'abord la conviction que le potentiel de développement de la relation économique entre l'Europe et la Chine est très, très important. Alors, pour illustrer ce que je dis, je vais prendre un exemple. Je vais comparer ce qui se passe entre l'Europe et la Chine avec ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis, l'autre grande économie de la planète. Juste 2 exemples. La Suède, ces dernières années, a plus investi aux États-Unis que l'ensemble de l'Union européenne en Chine. Dans le même état d'esprit, l'Union européenne a plus investi au Texas que dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est dire le potentiel de développement qui reste entre nos pays, donc entre l'Europe et puis la Chine. Alors pour développer ce potentiel, un métier comme le nôtre, les énergéticiens, on a d'abord besoin de visibilité, de prédictibilité. Alors la Chine nous a beaucoup habitués à ça. Vous connaissez la capacité de la Chine à planifier à long terme. Je pense en particulier aux plans quinquennaux. Alors je voudrais dire qu'on a complètement conscience des enjeux de protection sanitaire, qu'ils soient en Chine ou dans le reste du monde. Mais je voudrais ajouter aussi que ces restrictions liées à l'épidémie, à l'inverse, elles, sont très peu prévisibles, elles sont contraignantes et dans une large mesure pénalisantes pour nos activités et pour la poursuite de notre développement. Alors nous avons beaucoup apprécié les améliorations qui sont apparues ces derniers mois, notamment sur les connexions internationales entre l'Europe et puis la Chine. On espère vivement que ça va continuer, tant sur les connexions internationales qu'à l'intérieur de la Chine.
pouvoir se déplacer, rencontrer nos partenaires. C'est très important aussi pour notre développement. En fait, comme M. Ding Yufan a indiqué tout à l'heure, les investissements européens en Chine datent il y a très longtemps, mais les investissements chinois en Europe, c'est assez récent. Donc, on a vraiment le plaisir d'aujourd'hui d'inviter M. Zhang Hui, qui est de NIO Group, qui font actuellement des investissements en Europe. Quelle est votre perception du marché européen actuel et quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Face à la situation politique internationale qui est actuellement compliquée, nous sommes très heureux de voir que les hommes politiques, qu'ils soient en Allemagne ou en Chine, s'opposent au découplage et nous constatons que dans l'économie verte, le passage à l'électrique se fait de la même façon en Chine et en Europe. Donc, je vais retourner maintenant vers M. De Witt. La modernisation chinoise est un terme qu'on discute récemment beaucoup en Chine. Quelle est votre compréhension là-dessus et quelles sont les opportunités que ce processus va-t-il apporter à la coopération économique entre la Chine et l'Europe? Je crois que plutôt que de voir la Chine comme le concurrent, comme on l'appelle parfois le rival systémique, voyons aussi la Chine comme un partenaire important. Et la Chine a fait des progrès extraordinaires dans notamment les nouvelles technologies, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans, je dirais, tout ce qu'on appelle l'économie verte. Et je crois que là, il y a des points importants de partenariat entre entreprises européennes et entreprises chinoises. On le voit dans déjà des projets de recherche conjoints, on le voit dans aussi des possibilités pour nos entreprises européennes qui sont spécialisées davantage dans les domaines tournant autour de l'énergie verte. Ces entreprises européennes voient également des débouchés importants en Chine. Et je crois qu'il y a une complémentarité, on l'a dit ou on le dira au cours de cette émission, nous sommes tous confrontés ici à des défis extraordinaires et la COP27 en Égypte en est l'illustration en matière de climat, de réchauffement climatique. Et les entreprises jouer un rôle important et en joignant leurs efforts, en joignant, je dirais, des thèmes de recherche, et l'on constate aussi, par exemple, qu'il y a un certain nombre de financements par les autorités européennes, par les autorités chinoises, pour des projets conjoints, pour des projets de coopération dans ces domaines. Et je crois que les entreprises sont à l'écoute et sont désireuses pour beaucoup d'entre elles de participer à de tels projets. Et je vais tourner maintenant vers M. Monod, parce que vous travaillez beaucoup en fait, il y a beaucoup de projets de recherche que vous faites touchent la société chinoise. Donc, quelle est votre compréhension de cette notion de la modernisation chinoise et quelles sont les opportunités qui vont avec? Si l'on considère les déclarations du président Xi Jinping lors du Communist Party Congress, l'une des priorités absolues, c'est la science et la technologie. Cette notion apparaît 3 fois et la définition de la modernisation est liée non seulement à l'industrialisation, mais à l'informatisation. Donc, si on compare avec les priorités européennes, la toute première priorité, c'est le Green Deal. Et le Digital Age n'apparaît qu'en second, est totalement lié sur le fait de empowering people. Donc, comment comparer l'Union européenne et la Chine? Il apparaît que l'Union européenne, certes, a un très fort investissement dans la science et la technologie, mais les sciences humaines et sociales sont un axe extrêmement important dans l'Union européenne. Et il y a notamment l'Alliance pour les sciences européennes et pour les sciences humaines et sociales, qui apparaît contrebalancer la foi
que la Chine semble avoir sur les technologies. Alors, on a eu ça précédemment. On a eu avec aux États-Unis, National Information Highway, et encore avant, en Inde. Donc, le fait de tout investir sur les technologies est quelque chose d'extrêmement prégnant dans la plupart des politiques économiques. Peut-être ce qui est important, c'est de voir le rôle que peuvent avoir les sciences humaines et sociales, notamment la sociologie, le management, la psychologie, dans le fait que ces technologies doivent également être acceptées par les gens et doivent supporter des nouveaux procédés de travail qui soient, comme dirait l'Allemagne, dans l'industrie 5.0, qui soient people-centered. C'est-à-dire que ça soit effectivement un support du développement social et non pas uniquement économique au sein des entreprises. Alors, je voudrais tourner maintenant vers M. Ding Fan. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, cette notion de modernisation, il y a quand même beaucoup d'avis là-dessus. Et aussi, en tant qu'économiste, quel est votre avis sur la conjoncture actuelle, la conjoncture économique actuelle en Chine? En fait, oui, c'est la première fois que le dirigeant chinois souligne l'importance du développement de la modernisation à la chinoise. Ce n'est pas la modernisation chinoise, c'est la modernisation à la chinoise. Car, en fait, pendant longtemps, en Chine comme dans le monde, on avait cru que la modernisation, c'était une espèce d'occidentalisation. Même les Américains avaient prétendu que, en fait, la modernisation, c'était l'américanisation. Même en Europe, l'américanisation était d'une certaine manière synonyme de la modernisation. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on croit que l'américanisation ne signifie plus la modernisation parce qu'on veut toujours faire avancer l'histoire. On veut faire promouvoir la modernisation et on a remarqué que le modèle américain n'est plus le modèle à suivre parce que, visiblement, la société américaine est en déclin. Ils ont plein de problèmes, etc., qui sont causés par le processus de développement. Ils sont dans plein de crises sociales, politiques, etc., qui ne pourraient plus marcher comme le modèle de la modernisation. C'est pour ça que la Chine met en avant un autre modèle de la modernisation, cette fois-ci sous le nom de à la chinoise. La modernisation sera à la chinoise, ni ne suivra pas le modèle américain, ni ne sera pas équivalent de l'américanisation. C'est le premier point. Second point, dans la modernisation à la chinoise, il y a plusieurs aspects. Tout à l'heure, l'intervenant précédent avait mentionné l'importance de la priorité accordée à la science et à la technologie. Effectivement, lorsque l'ancien Premier ministre chinois, Zhou Enlai, avait parlé de la modernisation de la Chine, il avait mentionné les 4 modernisations, c'est-à-dire modernisation de l'industrie, l'industrialisation de l'agriculture, l'industrialisation de la défense nationale, etc. Tout cela était pratiquement modernisation de la société chinoise dans ces domaines-là. Alors aujourd'hui, la modernisation concerne non seulement ces forces productrices comme très importantes de la Chine, mais aussi les bases du progrès économique et social, les bases du progrès économique et social, c'est les innovations technologiques et scientifiques. C'est pour ça que le dirigeant importe davantage sur cet aspect de la modernisation. Mais à part ça, il y a d'autres choses. Il y a aussi la réforme de la campagne pour rendre à la belle campagne, le développement, le green economy, donc l'économie verte. Qui est basée sur la belle campagne, donc sur une espèce d'harmonie entre l'homme et la nature. La campagne est une belle épreuve de tel effort, de telle entreprise. Et nous avons constaté déjà depuis ces 10 dernières années déjà un progrès remarquable à la campagne pour restaurer, par exemple, l'environnement naturel, pour restaurer les terres polluées,
pour restaurer les nappes d'eau polluées, etc. Nous avons fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là et on va avancer sur cette voie dans les années à venir. Donc l'aspect vert l'emporte sur beaucoup d'aspects. Effectivement, quand on parle de ces développements verts, on pense aussi que la Chine et l'Europe ont décidé de développer un partenariat spécialement dans le domaine du développement durable. Et je voudrais tourner vers M. Jia Yongping qui a longtemps travaillé dans le secteur du développement durable. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Quelles seront les retombées de ce partenariat? En fait, je travaille chez Tencent en ce moment, mais comme vous dites, j'ai travaillé pendant longtemps avant Tencent en Afrique et en Asie sur le financement des développements verts. Donc, j'ai constaté dans ce contexte, depuis, vous parlez d'un nouveau partenariat, je pense que ce partenariat date de longtemps, depuis longtemps. J'ai constaté en fait la coopération entre la Chine et l'Europe dans ce domaine de l'économie verte a été très positive. Et c'est, en fait, je pense que c'est un des points forts entre la Chine et l'Europe. C'est grâce en fait, à la coopération entre la Chine et l'Europe, et bien d'autres pays aussi, que l'accord de Paris a pu être conclu en 2015. Et rappelons que l'Union européenne a annoncé l'accord vert européen pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et à plus court terme, l'Europe se fixe l'objectif de réduire à 55% des émissions de carbone en 2030 par rapport à 1990. En même temps, la Chine a annoncé son objectif d'atteindre le pic de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone vers 2060. Donc, la modernisation qu'on a parlé à la chinoise est aussi d'assurer l'harmonie entre l'homme et la nature. Dans ce contexte, je pense que la coopération en matière d'économie verte est devenue un nouveau moteur de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Europe. Il y a plein d'exemples. Je cite un exemple, peut-être deux. Par exemple, il y a 2 ans, un groupe de travail des experts financiers entre la Chine et l'Europe a travaillé et publié un répertoire, en fait un catalogue de la classification commune pour la technologie de l'atténuation des changements climatiques. Et ce catalogue a couvert 60 technologies majeures dans les domaines de l'énergie, et la production, transport, etc. Et ce catalogue est très important parce que ça donne un signal fort pour les financiers et les investisseurs. Un autre exemple, je termine sur ce point. En ce moment, je travaille sur un projet sino-européen pour le captage et le stockage du carbone sur la Terre. Donc, c'est un projet, il s'agit d'une technologie venue développée par les scientifiques irlandais que chez Tencent, on commence à essayer de le transférer en Chine pour faire un projet pilotage. Avec ce genre de technologie, je pense que ça va contribuer à notre objectif de neutralité carbone en Chine ou en Europe. Alors, je vais tourner vers Madame Liang Lingling, qui travaille longtemps en Europe. Quel est votre avis là-dessus? Merci. Le partenariat vert Chine-Europe est mutuellement bénéfique et joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone des deux parties. En ce qui concerne les avantages du partenariat, il renforce la confiance des entreprises. L'enquête de la CCCEU auprès de quelques 150 entreprises et organisations chinoises a révélé que la confiance des entreprises dans la coopération bilatérale en matière de transition verte Chine-UE est très élevée. Environ 80% des entreprises interrogées pensent que le partenariat vert Chine-UE est prometteur et continuera de s'améliorer dans les 5 prochaines années. Deuxièmement, en pratique, le partenariat vert contribue à promouvoir le commerce et les investissements dans ce domaine-là.
En ce qui concerne l'UE, la Chine reste sa principale source d'importation de produits verts. Au cours du premier semestre de cette année, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire des importations européennes de véhicules à énergie nouvelle en provenance de Chine. De nombreux constructeurs chinois de voitures électriques étendent également leur présence en Europe. Enfin, le partenariat vert Chine-UE est destiné à stimuler la coopération mondiale en matière de technologie et d'innovation dans les domaines des batteries de voitures électriques et des normes internationales, notamment de la finance verte, ainsi que la coopération multilatérale dans le cadre de l'ONU à l'occasion de la COP27, etc. Merci. Alors, je vais tourner vers M. De Witt. Alors, plus concrètement, sur le développement vert, est-ce que vous voyez déjà des résultats sur ce partenariat vert qui a été construit entre la Chine et l'Union européenne? Mais je dirais le nombre de conférences, de colloques qui tournent autour de ce thème s'est développé. On a vu un certain nombre de conférences ici en Europe, on en a vu en Chine. Et puis, on le voit très concrètement avec des entreprises, je dirais, qui sont très actives dans ce domaine. Voyons par exemple le domaine des véhicules électriques. Dans le domaine des véhicules électriques où la Chine je dirais, a pris une importance très, très grande. Ces véhicules électriques, on les voit maintenant de plus en plus en Europe, mais on voit des partenariats. Je pense par exemple à la firme Geely chinoise qui a repris la firme Volvo, qui était une entreprise très connue en Europe. Eh bien, on constate que le nombre de véhicules Volvo qui ont été vendus ici en Europe notamment, a augmenté. On constate, et je parle en tant que Belge par exemple, où nous avons notamment une usine de production Volvo ici en Belgique, que le nombre d'ouvriers travaillant dans ces usines a augmenté. Et donc, là, c'est un bel exemple finalement de coopération gagnant-gagnant entre d'un côté une entreprise chinoise qui a repris une entreprise européenne, qui l'a développée, qui a permis aussi davantage d'emplois dans ce domaine. Et M. Zhang Hui, je sais que votre entreprise est en train d'élargir les affaires en Europe. Est-ce que cet élargissement est un résultat de ce partenariat vert? Absolument. Nous avons tout d'abord vu que le partenariat bilatéral vert entre la Chine et l'UE a donné un signal fort aux entreprises. Deuxièmement, nous avons très tôt étudié les marchés, notamment le marché européen, avec, comme je l'ai dit, la fondation en 2015 d'une entreprise en Europe. Troisièmement, les transformations qui ont eu lieu en Chine et dans le marché européen étaient pour nous un bon signal et cela nous a confortés dans l'idée que les entreprises comme NIO, les entreprises chinoises dans le secteur des véhicules intelligents, pourraient entrer sur le marché européen. Nous pensons que les bénéfices des entreprises comme NIO se poursuivront. That a company like NIO and together with the other Chinese smart electrical car companies coming to the European market. This partnership creates a very Ce partenariat crée un environnement commercial bénéfique, stable et équitable pour les entreprises comme NIO. Les entreprises comme NIO, qui viennent du marché chinois, apportent leurs produits innovants, notamment en termes de numérisation, en termes de conduite automatique et également en termes d'entreprises utilisatrices aux consommateurs européens et vice-versa. And also in terms of the new way of a user enterprise to the European customer, and vice versa. Nous voyons des constructeurs européens d'Allemagne, de France, d'Italie également apporter de plus en plus de véhicules verts électriques sur le marché chinois, ce qui est un avantage pour les consommateurs du marché chinois. Maintenant, je vais tourner vers M. Fourcade. On sait que EDF a commencé à travailler avec la Chine déjà dans les années 90 avec la centrale nucléaire de Daya Bay. Alors, est-ce que vous avez vu déjà des retombées concrètes de ce partenariat dans vos affaires?
Alors, ce que je voudrais dire, comme l'a dit notre ami de Tencent, c'est que le partenariat vert entre l'Europe et la Chine est un partenariat de long terme qui remonte à loin dans le temps et notamment aux accords de Paris en 2015 avec l'engagement de nos pays de lutter contre le changement climatique et pour la réduction des émissions de gaz carbonique. Donc, dans ce cadre-là, si je peux me permettre, je voudrais signaler quelques succès qu'EDF a obtenus avec ses grands partenaires chinois. Alors, dans deux domaines d'énergie bas carbone, c'est-à-dire qui émettent peu de gaz carbonique ou quasiment pas de gaz carbonique, je pense au nucléaire et aux énergies renouvelables. Alors, dans le domaine du nucléaire, en 2018 et puis en 2019 avec CGN, EDF a mis en service le réacteur 1, puis ensuite le réacteur 2 de technologie troisième génération, EPR, technologie française, dans la province du Guangdong à Taishan. Avec le même partenaire, avec CGN, nous construisons 2 réacteurs de même technologie de troisième génération au Royaume-Uni à Hinkley Point. Et toujours avec CGN, nous avons obtenu récemment la certification, là cette fois-ci, de la technologie chinoise de troisième génération, la technologie UK Hualong, par l'autorité de sûreté nucléaire britannique. Donc ça, c'était pour le domaine du nucléaire. Maintenant, un mot dans le domaine des renouvelables. Je pense à l'éolien maritime avec CEIC. EDF a été la première entreprise à mettre en service un parc éolien maritime, donc sino-étranger, dans la province du Jiangsu, dans la ville de Dongtai. Donc, sur le sujet du développement durable, peut-être en se tournant vers l'avenir du partenariat vert, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, le développement durable, c'est d'abord synonyme de plus de sobriété, de plus d'économie d'énergie, et on doit tous faire des efforts pour consommer moins. La meilleure énergie, c'est encore celle qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est celle qui ne pollue pas. Ça nous concerne, nous particuliers, ça concerne évidemment toutes les entreprises. Donc on va s'attacher à moins consommer, mais néanmoins, pour nourrir la croissance économique dont le monde, dont la Chine a besoin à l'avenir, il va falloir produire plus d'électricité pour remplacer les énergies fossiles. Donc, le développement durable, je pense que ça va être ça, ça va être une croissance économique qui va se nourrir des énergies dont je viens de parler, des énergies renouvelables, des énergies nucléaires, et j'espère que ce sera synonyme aussi de plus de projets bas carbone, d'énergie bas carbone pour EDF et ses partenaires chinois. Donc l'important, c'est de trouver un équilibre. Vous avez souligné un point assez intéressant de l'équilibre entre consommer et produire et l'énergie renouvelable et l'énergie fossile, c'est ça? Exactement. Alors, oui. De l'énergie avec moins de carbone. Merci. Et je voudrais maintenant tourner vers M. Ruiz. Votre entreprise se spécialise aussi dans les infrastructures des énergies renouvelables. Alors, quelle est votre perception sur les retombées de ce partenariat vert? Thank you. Look, undoubtedly, China and Europe are two leading powerhouses in terms of... Merci. Sans aucun doute, la Chine et l'Europe sont de véritables locomotives en termes d'énergie propre et de développement durable. Ensemble, les deux régions comptent pour un tiers de la consommation énergétique mondiale. Donc les politiques énergétiques en Chine et en Europe ont les mêmes objectifs. Atteindre la neutralité carbone avant 2050 pour l'Union européenne et 2060 pour la Chine. Elles doivent donc surmonter les mêmes défis et je pense qu'à travers le déploiement progressif et à grande échelle de capacités énergétiques propres, ces objectifs vont être atteints. La Chine et l'Europe mènent toutes deux des efforts pour atteindre les objectifs climatiques cruciaux inclus dans l'accord de Paris.
Et avec les deux régions travaillant vers les mêmes objectifs, la coopération énergétique bilatérale va avoir des répercussions positives à différents niveaux. China bilateral energy cooperation is expected to bring positive repercussions at different levels. Number one, Premièrement, la stimulation de la transition énergétique verte mondiale. development of European and Deuxièmement, le développement des secteurs industriels chinois et européens. drive an economic growth. Troisièmement, sécuriser l'approvisionnement énergétique domestique et la croissance économique et apporter aux citoyens et aux collectivités en Chine et en Europe les bénéfices de la transition énergétique. Dans ce monde de changement extraordinaire, nous devons pouvoir compter sur les collaborations énergétiques entre régions pilotes, où les partenariats publics-privés deviennent cruciaux si nous voulons parvenir à un avenir décarboné et durable. Ici, à CTG Europe, ces dernières années, nous avons investi et noué des partenariats dans d'importants projets d'énergie industrielle, dans les énergies renouvelables conventionnelles et les nouvelles technologies qui, nous en sommes certains, auront un impact bénéfique sur les pays et les communautés européennes à court et à long terme. Aujourd'hui, nous avons d'importants partenariats au Portugal avec l'une des plus grandes sociétés d'énergie propre au monde, EDP, et nous avons également des partenariats dans l'éolien offshore au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous avons également des partenariats en Pologne, en Italie. On peut dire que c'est dans notre ADN, c'est notre modèle d'entreprise et nous pensons que c'est le meilleur moyen d'obtenir le succès. En résumé, nous sommes convaincus que pour aborder les problèmes mondiaux d'atténuation des effets néfastes du changement climatique et de promotion du déploiement des énergies renouvelables et propres, un partenariat solide entre la Chine et l'UE sera décisif dans les prochaines décennies et je crois que nous l'avons prouvé ces dernières années. Will be decisive in the next decades, as I think that we have proven in the last 10 years. Effectivement, on voit que, comme M. Fourcade a souligné tout à l'heure, aussi que le développement durable, c'est quand même une notion assez nouvelle, c'est un équilibre. Donc, est-ce que pour ce genre de partenariat assez nouveau dans le nouveau secteur, est-ce qu'on a besoin de nouveaux modèles de coopération? Je pense que oui, dans le développement de l'énergie renouvelable, dans le développement de l'économie verte, etc., et il faudrait renforcer un peu la confiance mutuelle. En fait, ce qui manque aujourd'hui dans les relations internationales, surtout dans les relations entre l'Europe et la Chine, c'est la confiance. La Chine est décrite comme aussi un adversaire potentiel de la Chine depuis le rapport de la Commission européenne en 2019. L'Europe définit la Chine comme à la fois un partenaire de la coopération, mais aussi un compétiteur et un rival du système. Il faut un peu plus de confiance en la coopération, car la Chine était toujours un partenaire d'une coopération fiable. La Chine n'a jamais utilisé ce genre de prétexte pour couper le lien de coopération économique, etc. D'autant plus que le développement de l'énergie renouvelable est là pour une cause globale. La cause globale, c'est le changement climatique. Le changement climatique est un phénomène global. On est en train de lutter contre le changement climatique. C'est donc une cause beaucoup plus élargie que les intérêts nationaux. Et de ce point de vue, je pense que la coopération avec la Chine dans ce domaine-là n'a aucun risque. Mais vu l'état d'esprit des ambassadeurs des pays nordiques, etc., je me demande si on ne doit pas d'abord établir ou de créer à nouveau une sorte de confiance mutuelle avant de renforcer nos coopérations dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ce n'est pas seulement un nouveau modèle de coopération, mais c'est un nouveau modèle de pensée. Oui, c'est une mentalité. Alors, parlant de mentalité, en fait, la Chine a réaffirmé récemment sa détermination à approfondir l'ouverture et le développement de qualité. C'est aussi une mentalité un peu différente que les années précédentes. Alors, comment cette orientation va-t-elle influencer la coopération économique entre la Chine et l'Europe, Monsieur De Witt? Vous avez très bien dit, développement
de produits de qualité, et puis également demande de produits de qualité. On a remarqué qu'il y a eu une grande demande sur le marché chinois pour un certain nombre de produits européens considérés comme des produits de qualité. Et donc ça a permis de belles opportunités de développement commercial en Chine pour des entreprises européennes. Par ailleurs, le fait que des entreprises chinoises se développent favorise aussi des projets de coopération dans le domaine de la recherche et du développement. Cela favorise également des entreprises ici en Europe spécialisées dans la distribution de produits qui permettent également à des entreprises chinoises d'accéder plus facilement au marché européen, qui reste un marché, il faut le rappeler, très ouvert malgré tout. Et je pense que c'est dans ces complémentarités que réside finalement l'avenir, que réside finalement un développement plus harmonieux des relations entre entreprises européennes et entreprises chinoises. Alors, je vais tourner vers M. Dugard, parce que vous êtes à Hainan et vous avez mentionné un peu plus tôt le port franc. Donc, quelle est votre analyse là-dessus, selon votre expérience? Comment le développement de ce port franc va apporter quelque chose à l'ouverture, à plus d'ouverture? Il faut donc se rendre compte que la zone franche de Hainan, c'est la plus grande zone franche existant à l'heure actuelle. C'est tout nouveau puisque ça a été mis en place à partir de 2018 et qu'en fait on a commencé il y a 2 ans vraiment à faire des choses concrètes, mais que ça se développe très très vite. Alors ce qui est intéressant justement parce qu'on parlait de développement vert, c'est que c'est axé sur un développement vert. C'est-à-dire que Hainan n'est pas prêt à se lancer dans des développements industriels lourds, par exemple. Donc, on est surtout dans la reconversion industrielle, dans le R&D, le recherche et développement, et puis tout ce qui est trading. Alors, par exemple, le développement du port de Yangpu. Pour vous donner une idée, le trafic au port de Yangpu a augmenté cette année, alors qu'on est impacté par le Covid, a augmenté de 45%. Et au niveau ouverture, donc la zone franche s'ouvre sur l'étranger, sur tous les pays, en particulier sur les pays d'Asie du Sud-Est, puisque c'est la porte d'entrée, on est dans une position géopolitique très particulière, c'est la porte d'entrée pour la Chine, la porte de sortie pour la Chine vers l'Asie du Sud-Est. On fait donc partie de la BRI, dans cette mesure, et l'ouverture se fait sur tous les pays de l'Asie du Sud-Est, mais également sur les pays européens. Il y a eu, pour vous donner une idée, je cite simplement quelques chiffres, on a des investissements cette dernière année de 126 pays différents. Donc les sociétés viennent s'établir dans le port franc pour bénéficier des avantages de la zone franche et de tous les avantages qui vont avec. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'incentives qui ont été faits. Par exemple, les taxes sur les sociétés sont au maximum de 15%. Les taxes sur le revenu individuel sont également à 15% maximum pour les gens qui investissent dans ces zones. Alors, pour l'instant, il y a donc deux dates vraiment importantes. La première, c'est 2025. C'est-à-dire que jusqu'à 2025, pour l'instant, la zone franche se développe dans les 11 parcs de zones franches qui ont été dédiés à ce développement. Donc, ce n'est pas tout l'ensemble de l'île. Ça reste dans des parcs bien spécifiques. Mais à partir de 2035, donc la deuxième date butée, c'est 2035, et à partir de 2035, ce sera toute l'île qui sera ouverte. Donc, ce sera une énorme zone franche. Et effectivement, ça attire beaucoup de sociétés aussi bien de Chine continentale qui viennent s'établir ici pour bénéficier des avantages que les sociétés étrangères de toute taille d'ailleurs. Il y a des sociétés, des toutes petites sociétés, des individus qui établissent des sociétés dans la zone franche, mais il y a également des grandes sociétés, par exemple des sociétés comme Tencent, etc., qui viennent s'établir ici. Donc c'est beaucoup d'ouverture et puis on va rester très vert.
Alors, je voudrais tourner maintenant vers Monsieur Monod, parce que vous travaillez beaucoup dans le domaine de l'innovation. Donc, quelle est votre observation sur ce développement de qualité et plus d'ouverture? Merci. Eh bien, tout d'abord, tout à fait d'accord. La modernisation ne doit pas être occidentalisation. L'administration Trump aux États-Unis s'est totalement retirée des accords climatiques. Et donc, qu'est-ce que l'Europe peut apprendre de la Chine? Eh bien, l'Europe ferait bien d'apprendre l'innovation technologique. Regardez les télécoms, la 5G, la 6G, les téléphones portables, les ordinateurs, l'intelligence artificielle. La Chine devient le leader mondial de l'intelligence artificielle. Le commerce électronique aussi. Sans aucune mesure comparable, la Chine est bien en avance par rapport au reste du monde. La visioconférence aussi, tout le monde parle de Zoom, mais le système de Tencent est excellent. Inversement, qu'est-ce que la Chine peut apprendre de l'Europe? Eh bien, peut-être cette volonté du Twin Challenge, c'est-à-dire d'avoir à la fois la digital transition et la transition environnementale. L'Europe en est encore loin, mais au moins elle le déclare. La Green and Digital Transformation, avoir des Digital Twin of the Earth, avoir des Digital Cities and Green Cities, et les passeports pour les products. Mais peut-être le plus important, c'est la formation. Donc la particularité chinoise, voyez-vous, c'est l'accompagnement, le mentoring system, comment les enseignants chinois peuvent aider les dirigeants à publier. Autrement dit, comme le dit le président Xi Jinping, avoir non seulement une approche systémique, mais une approche de résolution de problèmes. Alors, je voudrais tourner maintenant vers M. Fourcade. Quelle est votre perception sur cette notion de davantage d'ouverture et surtout le développement de qualité? Je pense que ça va être une notion très importante pour guider un peu les affaires d'EDF en Chine, parce que vous avez des projets maintenant un peu peut-être différents que vous faisiez avant. Merci Madame Main pour votre question. Alors, je pense qu'à l'heure de la COP27 qui a commencé, c'était hier, je crois, à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc à l'heure de la COP27, je pense que haute qualité, ça veut d'abord dire protection de l'environnement, protection du climat. On peut d'ailleurs ajouter protection de la biodiversité. Vous connaissez les risques qui pèsent actuellement sur la biodiversité de la planète. L'ouverture dans un esprit de bénéfices partagés, comme on aime bien dire en Chine, dans un esprit win-win, c'est bien sûr une condition indispensable à la poursuite du développement de la coopération économique sino-européenne. À propos de l'ouverture, je voudrais aussi dire que je pense que c'est une des conditions nécessaires et sans doute même indispensables à l'innovation et donc à la haute qualité, parce que c'est en croisant les idées, c'est en croisant les technologies, en les confrontant qu'on les fait progresser, qu'on crée de l'innovation, qu'on crée des nouvelles technologies. Néanmoins, je pense que pour les années à venir, on va faire face à un challenge qui fait écho à la question que vous avez posée, Madame Ma, à mon ami de China Three Gorges, et puis aux commentaires de Monsieur Dinifan. Je pense qu'un des challenges des années à venir, ça va être de concilier ce besoin, cette nécessité de l'ouverture, avec le besoin parallèle de sécurité, je pense en particulier, de sécurité d'approvisionnement et notamment de sécurité énergétique. Donc à ce propos-là, je voudrais signaler que, et M. Dinifan en a parlé également, que non seulement les énergies dont j'ai parlé, les énergies bas carbone, le nucléaire, le renouvelable, ça permet d'émettre moins de CO2, ça permet de mieux protéger le climat, mais en plus, ce sont des instruments d'indépendance énergétique et de sécurisation des approvisionnements énergétiques, qu'ils soient d'ailleurs en Chine ou en Europe. Donc, est-ce que ça veut dire que pour réussir vraiment à cette transition énergétique, qui est à la fois l'ambition de l'Europe et aussi la Chine, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut vraiment un nouveau modèle de pensée, un nouveau modèle de coopération?
parce que vous avez directement travaillé avec les Chinois, vous avez des partenaires chinois. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'inventer un nouveau mode de coopération? Il faut des nouvelles technologies, il faut des nouveaux modes de coopération. Vous avez complètement raison. Et ce qu'a dit M. Dinifan est très vrai. Il faut consolider et continuer de développer la confiance réciproque. Elle était importante par le passé, elle l'est aujourd'hui, elle le sera tout autant à l'avenir. Merci. Et maintenant, je voudrais tourner vers M. Zhang Hui parce qu'on a parlé déjà beaucoup de la situation en Chine. Donc, vous êtes basé en Europe. Donc, selon vous, quelles sont les influences de cette ligne de pensée, c'est-à-dire que plus d'ouverture et plus de développement de qualité? Est-ce que ça va avoir une influence sur une société comme vous qui est en train d'élargir vos affaires en Europe? Absolument. Je dirais qu'il y a 3 types d'impacts. Le premier concerne les consommateurs. Une fois que nous avons ouvert notre économie, nous avons davantage de produits compétitifs à travers le monde et pas seulement sur le marché chinois. Prenons l'exemple des énergies nouvelles dans l'industrie automobile. Le marché chinois est actuellement le plus compétitif. Tout le monde est en concurrence pour le marché chinois. Et la concurrence ramène des produits innovants à un bien meilleur prix pour les consommateurs. Deuxièmement, pour notre industrie, l'ouverture et le développement de haute qualité vont stimuler les entreprises avec des investissements supplémentaires dans les 2 marchés parce que les gens se sentiront encouragés à prendre cet engagement. Cela permettra aux économies chinoises et européennes de devenir les leaders de la numérisation et de la mobilité verte dans le monde entier. Enfin, troisièmement, l'ouverture et la transformation aideront la Chine à passer de l'industrie automobile de volume des 3 dernières décennies à une industrie de qualité dans la prochaine décennie. Donc à ces 3 niveaux, la politique d'ouverture et le développement de haute qualité seront bénéfiques. D'ailleurs, notre entreprise NIO travaille avec 230 partenaires rien qu'en Allemagne et nous avons un volume d'achat de presque 1 milliard d'euros. And besides, a company like NIO, we are working with, for example, only in Germany. Il ne faut pas oublier que NIO n'est encore qu'un petit joueur sur un vaste marché. Ce n'est qu'un exemple pour vous montrer comment cette ouverture profitera aux entreprises européennes, comment elle les aidera à attirer plus de clients et à se développer davantage sur le marché chinois. How much this opening up will also help the European company having more user and more business development in the Chinese market in the long run. Thank you. Et on n'a pas beaucoup de temps pour continuer notre discussion. Et j'ai vraiment le plaisir d'avoir vous tous comme invités pour parler de l'économie, pour parler de la coopération. Et je vous remercie de votre participation. Merci à tous. Merci. 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 Je vous remercie d'avoir suivi notre émission spéciale. À la prochaine.